Bonjour à tous, je suis Monsieur Alceste et vous regardez une vidéo de présentation du jeu de rôle Monster Hearts d'Avery Alder. Au moment où je publie cette vidéo, l'éditeur Lapin Marteau propose sur la plateforme Game on Tabletop une traduction française de cette seconde édition. J'ai reçu en avance la version pour ainsi dire définitive du PDF et j'ai donc pu me faire une idée assez concrète du système et de l'édition. Monster Hearts, c'est un jeu de rôle de romance adolescente dans un contexte occulte contemporain. On y retrouve les classiques des monstres de films d'horreur dans leur version adolescente, avec le loup-garou, le vampire, le fantôme, et bien d'autres. L'objectif affirmé par l'autrice était d'amener sur nos tables de jeu le genre de la beat-lit qui a pris son essor dans les années 2000 avec notamment les films et les livres Twilight. Je vais commencer par vous présenter rapidement l'autrice et son éditeur français, puis nous reviendrons sur la proposition de jeu de Monster Hearts, son système de jeu, la mise en place d'une partie et la création d'un personnage, avant de faire le bilan sur ce que propose cette édition et à qui elle s'adresse. Avery Alder est une autrice de jeux de rôle canadienne dont la production a eu un énorme impact sur l'humble monde du jeu de rôle indépendant. On retrouve dans ses créations les thèmes de la découverte personnelle, de la relation à soi et aux autres, et l'importance de la communauté pour les personnes marginalisées. Son identité queer est au cœur même de son œuvre, et de Monster Hearts en particulier. Et c'est d'autant plus important que l'autrice elle-même a déclaré s'être découverte au travers du jeu de rôle. Ma rencontre avec le travail d'Avery Alder s'est faite sur l'un de ses premiers jeux, Ribbon Drive, un jeu où l'on constitue à plusieurs une playlist avant de se lancer dans une expérience de récit collectif autour du thème du road trip. Il faut également citer The Quiet Year, qui propose d'incarner les membres d'une communauté dans un univers post-apo lors d'une année où le groupe va pouvoir explorer et développer des projets pour améliorer son quotidien. Ce jeu a reçu un prix aux Indie RPG Awards du fait de son gameplay innovant qui repose en partie sur la réalisation commune d'une carte. On mentionnera également Dream Askew et Dream Apart, deux jeux qui ont établi la base du label Belonging Outside Belonging, un type de jeu de rôle sans maître de jeu où l'on incarne les membres d'une communauté marginalisée dans sa lutte pour réaliser un espoir précaire. Dream Askew nous fait jouer des personnages queer dans un contexte de monde post-apocalyptique, et Dream Apart nous place dans la peau de personnages d'origine juive vivant dans un village rural d'Europe de l'Est en plein 19e siècle avec une tonalité un peu fantastique. Avec tous ces jeux innovants derrière elle, il est logique qu'Avery Alder ait été mise à contribution par de nombreux éditeurs en tant que consultante. Elle a notamment travaillé sur SIG, disponible en français grâce au studio Absinthe de Kellren, et sur d'autres merveilles que j'aimerais voir arriver un jour dans l'Hexagone, comme Thirsty Sword Lesbians, Apocalypse Keys et Yazeba's Bed and Breakfast. Parlons un peu de l'éditeur français, à qui l'on doit cette nouvelle traduction de Monster Hearts. Lapin Marteau, c'est la maison d'édition de Coralie David et Jérôme Larrey, deux figures du jeu de rôle en France. On trouve chez eux la collection Sortir de l'auberge qui propose de nombreux ouvrages avec des réflexions et des conseils pour la pratique du jeu de rôle. Ils éditent aussi la collection Partir à l'aventure qui rend accessible au format PDF tout un tas de jeux courts mais très intéressants, dont Agone, un magnifique jeu d'épopée grecque dont j'attends avec impatience la seconde édition en français. Cependant, Lapin Marteau, c'est surtout deux monuments de la sphère rôliste. Tout d'abord, la traduction française de Ryutama, un jeu japonais d'aventure poétique qui emprunte sa tonalité et sa manière d'envisager les règles aux univers des JRPG. C'est une véritable référence, souvent citée comme source d'inspiration par des auteurs, et un livre à avoir dans sa bibliothèque, voire à sa table. Mais leur catalogue contient également la récente réédition de Château Falkenstein, un jeu de Mike Pondsmith, l'auteur mythique de Cyberpunk. C'est un jeu uchronique dans une Europe à l'histoire chamboulée par le développement accéléré de la technologie et l'existence avérée de la cour des fées. Sa mécanique de jeu avait beaucoup surpris à l'époque avec l'usage de cartes à jouer à la place des dés. On voit donc qu'on parle ici d'un éditeur dont les choix éditoriaux de qualité montrent un intérêt certain pour l'innovation et les propositions de jeux originales. Monster Hearts a connu une première édition en 2012 qui a été fort bien reçue. C'est l'un des premiers jeux à avoir emboîté le pas d'Apocalypse World en adoptant l'étiquette PBTA, Powered by the Apocalypse, qui allait devenir ensuite très commune dans le milieu du jeu de rôle indépendant. La seconde édition, celle dont la version française nous intéresse ici, a été publiée en 2017 et a été l'occasion de peaufiner les mécaniques et d'ajouter de nombreux éléments qui rendent la mise en place d'une partie plus simple. Il est à noter que la version française disposera d'un second tome avec de nombreux ajouts, pour certains déjà disponibles en VO, mais pour d'autres originaux. On trouvera dans ce second tome 16 livrets de personnages, un cadre détaillé, des décors, des variantes de règles, des conseils et des outils, ainsi que les notes de création d'Avery Alder. En tant que PBTA, Monster Hearts impose une certaine manière de jouer.
La base est similaire à la majorité des jeux de rôle, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui incarnent des personnages et une maîtresse de cérémonie, l'équivalent du maître de jeu, dont le rôle sera de créer des situations, d'incarner des personnages secondaires et de faire respecter les règles. Cependant, la MC ne lancera jamais de dés, et elle adoptera une position moins centrale que dans les jeux de rôle traditionnels. Même si elle peut poser une situation de départ, il n'y aura pas de scénario. L'histoire se construit autour des décisions prises par les joueurs et leurs personnages, et du résultat d'action que la MC peut appeler quand les circonstances sont appropriées. Dans un PBTA, les actions sont au cœur du système. On lance les dés et le résultat va nous indiquer dans quelle direction l'histoire peut partir. C'est une manière de jouer qui a l'avantage de retirer un peu du poids qui pèse habituellement sur les épaules de l'organisateur d'une partie qui endosse le rôle de maître de jeu. Ici, la maîtresse de cérémonie n'aura pas trop de préparation à faire en amont. Par contre, au cours de la partie, il faudra qu'elle soit réactive et qu'elle fasse preuve d'une bonne dose d'improvisation. Il n'y aura pas de direction dans laquelle forcer les personnages parce qu'ils s'éloignent trop du scénario prévu. Je pense que pour quelqu'un peu habitué à cette manière de faire, il faudra quelques parties d'adaptation, mais je suis certain que vous en êtes capable. Les systèmes PBTA sont très efficaces pour émuler un genre en particulier, car toutes les règles, les actions, les livrets de personnages, les conseils donnés à la maîtresse de cérémonie sont tous écrits avec ce genre en tête et la volonté de s'y conformer. C'est pourquoi Avery Alder conseille de ne pas trop modifier les règles avant d'avoir fait quelques parties, car le moindre changement pourrait briser la dynamique que souhaite instaurer Monster Arts. Dans un PBTA, la création de personnages passe par le choix d'un livret de personnages. Chaque livret correspond à un archétype propre au genre que l'on souhaite émuler. Le livret va guider la création en proposant des choix et des idées, et cela permettra aux joueurs de personnaliser et de s'approprier cet archétype. Dans Monster Arts, ces livrets de personnages s'appellent des mus, une excellente traduction de l'anglais skin, qui rend bien l'aspect transitoire des identités de nos personnages adolescents. Les mus proposés dans le livre de base sont l'âme damnée, le fantôme, la fée, la goule, le loup-garou, le mortel, l'ombre, la reine, la sorcière et le vampire. Mais le second tome proposera 16 autres mus qui seront également disponibles sur le site de Lapin Marteau. Une partie de Monster Arts débutera le plus souvent dans la salle de classe. On commencera par exploiter les différents liens qui ont été établis pendant la phase de préparation, les personnages secondaires, le décor, ainsi que les quelques adultes qui gravitent autour de cette classe. La MC pourra introduire un élément perturbateur pour lancer l'histoire, ou simplement suivre la direction que prennent ses joueurs s'ils sont suffisamment autonomes pour créer les premières scènes. Une fois l'action lancée, il s'agira pour la maîtresse de cérémonie de l'alimenter, de rebondir sur les idées des joueurs et de mettre en place les éléments d'une fiction amusante pour tout le monde. J'ai l'impression que Monster Arts peut briller lorsqu'on lui laisse le temps de s'épanouir, et qu'une session one-shot sera un peu frustrante. Le jeu propose de fonctionner en saison, en tâchant à chaque fois d'aboutir sur un final chaotique qui rebattra les cartes pour la suite. En fin de saison, un joueur aura plusieurs choix. Il pourra changer la mue de son personnage. Par exemple, un mortel pourra devenir vampire, parce qu'il a été mordu. Il pourra réécrire le démon intérieur de sa mue, et faire évoluer cet aspect de son personnage. Il pourra aussi décider de se défaire de ce personnage et en faire un autre. Ou faire le choix d'obtenir 2 actions d'adulte, comme dire ses 4 vérités, qui permet de casser la domination de quelqu'un sur un autre. Aussi, une campagne de Monster Arts reposera sur une multitude de conflits et de jeux de séduction, la part sombre d'un personnage venant compliquer sa vie et le placer dans des situations chaotiques et potentiellement destructrices. Je trouve que le cadrage apporté par ces règles permet de reproduire assez fidèlement les dynamiques et les clichés qu'on attend de la fantaisie urbaine adolescente. Ceux qui apprécient même ironiquement Vampire Diaries, Twilight, The Craft, Lost Boys, Buffy contre les vampires et bien d'autres devraient y trouver leur compte. Une partie de Monster Arts se déroule sous la forme d'une conversation entre la maîtresse de cérémonie et les joueurs. Ceux-ci vont décrire ce que ressent leur personnage, comment il réagit et l'incarner lors des interactions avec d'autres personnages. Mais lorsqu'une situation correspond à ce que l'on nomme les actions, un jet de dés sera demandé pour déterminer l'effet de cette action. Chaque personnage possède 4 caractéristiques: sexy, glacial, impulsif et ténébreux. Selon le profil sélectionné, un personnage aura entre -1 et +2 dans celle-ci, un modificateur qui sera utilisé lors d'une action. Quand les circonstances de la narration correspondent au déclencheur d'une action, celle-ci est appelée par la maîtresse de cérémonie. Par exemple, lorsqu'un personnage commence à flirter avec un autre, la MC demandera un jet d'allumé. Si un personnage en vient aux mains avec un autre, ce sera un jet de cogné. En tout cas, le joueur va faire un jet de dés pour voir quelles sont les conséquences de cette action. Le système est extrêmement simple. On lance 2 dés à 6 faces dont on additionne les résultats avant d'y ajouter le modificateur de la caractéristique demandée.
Il faut alors obtenir de 7 à 9 pour une réussite avec une contrepartie, ou 10 plus pour une réussite totale. En cas d'échec, la MC va prendre la main sur la narration et expliquer quelles conséquences vont entraver l'action du personnage. L'idée est de toujours faire aller l'histoire de l'avant et que les complications soient narrativement productives. De plus, en cas d'échec, le personnage obtiendra un point d'expérience, ce qui augmente beaucoup l'intérêt de se placer dans des situations potentiellement compliquées. Les actions principales sont au nombre de 7. Allumer, rembarrer, garder son sang-froid, cogner, fuir, contempler l'abysse et manipuler, qui est un peu particulière car elle ne demande pas de jet de dés, mais la dépense d'une ressource qui s'appelle l'ascendant. Pour vous donner un exemple, mettons que Brandon, le loup-garou, cherche à montrer de quel bois il se chauffe aux jeunes voyous qui ont envahi son terrain de basket préféré. La maîtresse de cérémonie va essayer de déterminer s'il préfère les intimider, ce qui mènerait à une action de rembarrer, ou si Brandon veut vraiment en venir au point, auquel cas il s'agira de l'action cogner. Mettons que Brandon ne veuille pas trop faire de vagues, car il a été récemment convoqué dans le bureau du proviseur et ne veut pas faire plus de vagues que ça. Il va se montrer ferme dans sa demande et tâcher de faire comprendre aux deux idiots en face de lui qu'il ferait mieux de déguerpir. La MC appelle un jet de rembarrer. Le joueur de Brandon va lancer 2d6 auquel il ajoute son modificateur de glacial. Il fait 4 et 6, mais son modificateur est de -1. C'est donc un résultat de 9, une réussite partielle. Brandon parvient à intimider les deux voyous, mais il donne une piètre image de lui. Le joueur de Brandon choisit d'appliquer la condition froussard à ses opposants, mais la MC décide que l'un d'eux était le petit frère de Lila, une camarade de classe de Brandon, et elle va lui faire une réputation de brute. Brandon subit alors la condition de brute épaisse dont il devra essayer de se défaire. Ces actions communes à tous les personnages joueurs se voient complétées d'actions de mu, qui représentent les pouvoirs et les spécificités de chacune d'entre elles. Par exemple, la sorcière possède l'action sorcellerie, qu'elle est la seule à pouvoir utiliser et qui lui sert à lancer une malédiction à quelqu'un. Certaines actions de mu peuvent également modifier le fonctionnement d'une action générique, comme à vous glacer le sang du vampire, qui augmente l'effet des réussites de rembarrer, mais elles peuvent aussi apporter un bonus circonstanciel, comme au milieu des miens, de la reine, qui réduit de 1 les résultats de toutes les actions qui la ciblent lorsqu'elle se trouve au sein de sa clique. Il existe également des actions d'adultes, qui peuvent être obtenues à la fin d'une saison. Elles permettent à la fois de montrer l'évolution des personnages et d'offrir des opportunités de contrecarrer les dynamiques délétères des relations adolescentes. Ainsi, s'interposer dans un conflit viendra interrompre le cycle de la violence et de la peur. Partager sa douleur permettra de sortir un personnage de son isolement. C'est un moyen élégant d'introduire au fil de la campagne des mouvements positifs liés à la prise de maturité de certains personnages. Là où les actions de base vont créer de l'ascendant et des conflits, les actions d'adultes permettront peut-être la désescalade qui pourrait mener à un dénouement heureux. Une bonne partie du jeu repose sur les points d'ascendant. De nombreuses actions permettent d'en gagner sur un autre personnage, d'en faire perdre ou d'en concéder. Les PJ pourront avoir des ascendants entre eux, mais cette mécanique vaut aussi pour les PNJ, qui pourront donc prendre le dessus sur un PJ ou sombrer sous son influence. Les points d'ascendant s'utilisent grâce à l'action manipuler et permettent de forcer une cible à faire ce que l'on veut, en lui offrant un point d'expérience en échange si elle accepte, de lui imposer une condition, par exemple une mauvaise réputation, qui lui causera un malus tant qu'elle n'aura pas été effacée, d'ajouter 1 au jet d'une autre action contre elle, ou d'ajouter 1 aux dégâts qu'on lui inflige. C'est un outil puissant pour agir dans la narration et une bonne partie des interactions entre personnages viseront à augmenter son ascendant sur les autres ou à réduire le leur sur soi. Dans Monster Hearts, la mécanique des dégâts est très simple. Les personnages joueurs peuvent subir jusqu'à 4 dégâts, alors que les PNJ pourront en encaisser entre 2 et peut-être 5 ou 6 selon ce que souhaite la MC. Les blessures infligées à main nue causent 1 dégât, comme toute source un peu banale, mais l'utilisation d'armes ou de périls pourra en causer 2, et tout ce qui est pire, comme se faire percuter par un véhicule, 3. Il est possible de se soigner d'1 dégât par séance de jeu, mais une scène où un personnage aide l'autre d'une manière intime et délicate pourra en faire regagner 2. On pense forcément à toutes ces scènes de films ou de séries où un personnage principal se fait assister par l'élu de son cœur pour suturer ses plaies et bander ses blessures. Finalement, un personnage peut bien entendu mourir, mais le jeu propose une mécanique pour tromper la mort et maintenir le personnage en jeu. Il faudra alors trouver une justification narrative, mais cela passe soit par la perte de tous les ascendants qu'il possède sur les autres, soit en succombant aux démons intérieurs spécifiques de sa mue. Par exemple, pour le loup-garou, il se changera en monstre et ne retrouvera son apparence humaine qu'une fois un proche blessé ou le soleil levé. Contrairement à beaucoup de jeux de rôle, les points d'expérience qui permettent la progression d'un personnage ne sont pas distribués en fin de partie. Comme dans la majorité des PBTA, les personnages obtiennent un point d'expérience lorsqu'ils échouent lors d'une action, c'est-à-dire un jet de 6 ou moins, selon des circonstances spécifiques à certaines mues,
et dans le cadre de l'action manipulée, lorsqu'ils acceptent de se faire contraindre. Chaque fois qu'un personnage coche la cinquième case de sa progression d'expérience, il obtient une amélioration, comme un bonus à l'une de ses caractéristiques, l'obtention d'une clique ou l'ajout d'une nouvelle action appartenant à sa mue ou à une autre. Une des principales particularités du système PBTA adopté par Monster Arts réside dans les principes que doit respecter la maîtresse de cérémonie. Ils servent à s'assurer que le système soit joué dans l'esprit souhaité par l'autrice, et c'est également un moyen de guider le jeu et l'implication des joueurs. Pour Monster Arts, ces principes sont embrasser le mélodrame, ce qui est attendu compte tenu des thématiques. Adressez-vous aux personnages, pas aux joueurs. Une manière assez simple de les impliquer plus dans la narration. Rendez les monstres humains et vice-versa. Compte tenu des thématiques du jeu, il est important de montrer le paradoxe du comportement de certaines personnes. Donnez de l'importance aux étiquettes. Dans la vie lycéenne, effectivement, la réputation qu'on nous fait est d'une importance capitale. Foutez le bordel dans la vie de tout le monde. Il s'agit de mettre en action les personnages secondaires, même lorsqu'ils ne sont pas au centre de la narration. Trouvez une prise. Il s'agit de trouver les éléments qu'on pourra exploiter dans chaque situation pour pouvoir secouer un peu les personnages. Posez des questions provocantes et rebondissez sur les réponses. C'est l'une des actions principales que va faire la MC dans une partie de Monster Arts. Toujours poser des questions qui mettent en avant un élément problématique de la situation, ou carrément en inventer pour pouvoir créer du drame. Soyez fan des personnages principaux. Comme dans tout PBTA, l'important est de mettre en valeur les personnages qu'ont voulu jouer les joueurs, et ne pas aller à l'encontre de leurs attentes. Jouez les personnages secondaires comme des voitures volées. Derrière cette formulation un peu maladroite, on trouve quand même une idée très intéressante, c'est-à-dire que les personnages secondaires ne sont pas là pour durer. Il vaut mieux les utiliser à fond et en tirer le plus possible pour le bienfait de la narration. Donnez des motivations simples et clivantes aux personnages secondaires. Il est important que les personnages secondaires aient des intentions claires et directes afin de donner des prises aux joueurs. Parfois, déléguer la prise de décision, donner de la marge aux joueurs et les laisser décider d'éléments de la narration, cela permet de ne pas enfermer le récit dans une impasse qu'on aurait soi-même créée, et cela peut également être très fructueux. Comme on a pu le voir, les règles de Monster Arts n'ont pas une visée simulationniste, dans le sens où toute interaction entre les personnages de la fiction et leur environnement aboutirait potentiellement à un jet de dés. Ici, l'important est de maintenir le ton souhaité et la cohérence du récit. Si quelque chose est intéressant, plausible et ne recoupe pas une action existante, les joueurs peuvent décider de le faire avec les personnages, la maîtresse de jeu se chargeant de cadrer les choses. Le livre propose de nombreux éléments permettant de faciliter la mise en place d'une partie. J'aimerais vous en faire un rapide résumé afin que vous sachiez à quoi vous attendre et peut-être désamorcer les craintes qu'on pourrait avoir à débuter ce genre de jeu. Monster Arts ayant un fonctionnement un peu particulier du fait de son système PBTA, il peut être important de faire le point là-dessus avec les joueurs en amont. Dans un PBTA, la charge de la narration est beaucoup plus partagée entre les joueurs et la maîtresse de cérémonie. Aussi, tous doivent se fixer les mêmes objectifs. Rendre la vie des personnages intéressante. Ne pas enfermer l'histoire. Respecter les règles et être franc sur les désirs et attentes de son personnage pour donner des prises aux autres joueurs et à la maîtresse de cérémonie. Tout cela contribuera à rendre l'histoire plus intéressante. Monster Arts aborde de front de nombreuses thématiques qui peuvent être difficiles pour les joueurs. Le harcèlement, la découverte de la sexualité, les différentes formes de discrimination, les relations malsaines, l'addiction, et tout cela, et plus encore, pour être source de malaise ou d'angoisse. Plutôt que de renoncer totalement à traiter ces sujets et se priver alors d'un matériau riche, dont l'exploration peut être très féconde d'un point de vue personnel, comme le détaille très justement la section du livre intitulée « Se rappeler pourquoi vous jouez », l'ouvrage propose de faire appel à des outils de sécurité émotionnelle. Le livre est très pédagogue sur ce sujet et propose les outils devenus habituels pour de nombreuses tables expérimentées, mais qu'il est toujours bon de rappeler lorsqu'on s'adresse à de potentiels néophytes en la matière. On nous propose donc de fixer des limites, l'équivalent des lignes et des voiles. L'autrice suggère, par exemple, de débuter en demandant si les relations intimes entre lycéens et professeurs sont hors limite ou non. À ces limites posées en amont s'ajoute la carte X qui permet de signifier en cours de partie que quelque chose vous gêne et que vous préféreriez passer à la suite, revenir sur un élément ou tout simplement faire une pause. On nous propose également le fondu au noir, particulièrement approprié pour ne pas entrer dans le détail de certaines scènes violentes ou sexuelles. Finalement, il est aussi suggéré de rappeler aux joueurs que des pauses sont tout à fait les bienvenues pour souffler et garder une bonne dynamique à la table. S'ajoutent à ça de nombreux conseils pour aider la maîtresse de cérémonie à aborder ce genre de problématique de manière efficace. Le livre est vraiment exemplaire à ce sujet.
Une fois que le fonctionnement du jeu est bien compris et que des outils de sécurité émotionnelle ont été mis en place, l'AMC va pouvoir choisir un cadre. Il existe des cadres préétablis, mais elle peut décider de mettre à contribution les joueurs et de voir avec eux dans quel décor et dans quelle ambiance ils voudraient jouer, en limitant par exemple certaines mues ou en plaçant le lycée dans un environnement particulier. On passe ensuite à la création de personnages qui est extrêmement simple et intuitive. Chaque joueur sélectionne le livret qui l'intéresse le plus parmi ceux proposés pour la partie et va en suivre les indications. Pour vous faire une petite démonstration, je vais prendre le livret de l'âme damnée. Il s'agit du personnage que je vais jouer lors d'un actual play sur la chaîne Time to Roll. Chaque mue possède un petit texte de présentation qu'il faudra lire à la table. Par exemple, pour l'âme damnée, au début, vous lui auriez donné le bon Dieu sans confession. Il vous faisait des cadeaux et vous réconfortait quand vous en aviez besoin. Vous lui racontiez vos problèmes et il les réglait. Mais quand vous lui avez demandé comment lui rendre l'appareil, il vous a simplement dit d'être patiente et que vous vous acquitteriez de vos dettes en temps voulu. C'était la première fois que vous l'entendiez parler de dettes. Vous avez Satan à vos côtés, un démon dans votre tête, ou une pas si bonne étoile qui ne brille que pour vous. Dans tous les cas, vous avez une dette envers une force bien plus grande et bien plus effrayante que vous ne le serez jamais. Chaque mue dispose d'une illustration d'ambiance, puis on nous explique les thématiques de celle-ci. Jouer l'âme damnée. Sujette à toutes les tentations, impulsive et dans la merde jusqu'au cou, l'âme damnée est sous la protection d'un bienfaiteur démoniaque qui l'aide à obtenir ce qu'elle veut, mais sans jamais préciser ce qui lui en coûtera. Cette mue touche au thème de la tentation, de l'addiction et de la dépendance. Tant qu'elle accumule des dettes envers son bienfaiteur démoniaque, l'âme damnée est extrêmement puissante. Cependant, tout cela contribue à la rapprocher d'une catastrophe inéluctable. Cette dernière n'est pas pour autant un châtiment qu'il faudrait à tout prix empêcher d'arriver, mais au contraire le paroxysme de son arc narratif, est la raison pour laquelle il est important de ne pas chercher à jouer la sécurité en évitant absolument de donner un cinquième ascendant à votre bienfaiteur. L'âme damnée n'est jamais aussi intéressante que quand elle alterne de façon totalement chaotique entre puissance et impuissance. Rabatteur de l'enfer demande de mener quelqu'un à votre bienfaiteur démoniaque. Ce que cela signifie exactement est laissé à votre interprétation et dépend du contexte. En effet, cette action peut tout aussi bien impliquer un sacrifice rituel qu'une simple rencontre dans un café. Le pacte Tout a un prix joue avec les thèmes classiques des histoires de sorcières et des génies. Méfiez-vous de ce que vous souhaitez. Conclure ce pacte est aussi une façon de dire à la MC que vous êtes prêt à voir l'ironie dramatique débarquer de temps à autre pour vous donner un coup sous la ceinture. Une fois qu'on a bien pris conscience des enjeux de notre mue, on passe à la création. On va commencer par l'identité. On choisit un nom, on nous en propose différents, Baron, Cain, Chloé, Damien, Logan, Marc, Mika, Omar, Ophélia, Poe, Johanna. Je vais prendre Baron. On choisit ensuite son apparence. On nous propose calme, effrayée, fielleuse, gâtée, frénétique. Baron sera plutôt calme. On nous demande également d'indiquer quel est son regard. Brûlant, calculateur, perçant, tremblant, vide. Baron sera du genre à avoir un regard perçant. On choisit ensuite son origine. A vendu son âme, élu, émissaire, n'avait plus d'autre chance de s'en sortir, servante, soldate. Pour ma part, j'aimerais que mon personnage soit l'enfant mortel d'un démon et le réceptacle éventuel de sa venue sur Terre. On passe ensuite à l'histoire personnelle. On nous dit qu'on a des dettes et qu'on doit donner 3 ascendants répartis comme on le souhaite entre notre bienfaiteur démoniaque et les autres personnages. Quelqu'un pense pouvoir vous sauver, gagner un ascendant sur lui. Ces ascendants-là, je les placerai une fois que je connaîtrai les autres personnages à la table. C'est ainsi qu'on crée des dynamiques entre les différents personnages qui seront préexistantes au moment du début de la partie. On a ensuite le choix entre 2 répartitions de caractéristiques. La première a -1 en sexy, -1 en glacial, 2 en impulsif et 1 en ténébreux. L'autre a sexy à 1, glacial à -1, impulsif à -1 et ténébreux à 2. Je vais prendre la seconde pour Baron, qui est quelqu'un de plutôt séduisant et de calme, mais qui par contre a un côté sombre lié à son histoire personnelle. On nous indique ensuite son démon intérieur. Le démon intérieur, c'est la part de monstruosité que chaque mue possède, et qui pourra se manifester dans certaines conditions. Ici, vous tremblez, vous êtes en manque et vous êtes seul. Votre bienfaiteur démoniaque va vous demander des faveurs particulièrement intimidantes et dont les conséquences sont bien trop incertaines à votre goût. À chaque fois que vous satisfaites une de ces exigences, vous faites disparaître un des ascendants qu'il possède sur vous et sentez que vous vous rapprochez un peu plus du but, à savoir redevenir vous-même.
Vous échappez à votre démon intérieur quand votre bienfaiteur n'a plus d'ascendant ou quand vous concluez un pacte avec une entité plus dangereuse encore. On voit qu'il y a une tension entre le personnage et ce bienfaiteur démoniaque. Il faudra décider au cours de la narration si on cherche à lui échapper ou si on finit par céder à ses avances. On nous indique ensuite les potentiels de progression, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'atteindrai 5 points d'expérience, je sélectionnerai une de ces lignes que je barrerai qui ne sera plus disponible jusqu'à la prochaine saison. Par exemple, je peux ajouter plus à une caractéristique, cocher une action supplémentaire, cocher un autre pacte, rajouter une action d'une autre mue ou rejoindre une clique d'accro à la damnation. Chaque mue possède également une action sexuelle qui s'enclenche lorsqu'on couche avec un autre personnage. Ici, quand vous couchez avec quelqu'un, votre bienfaiteur démoniaque perd un ascendant sur vous et en gagne un sur la personne à qui vous avez couché. On transmet en quelque sorte la malédiction. Nous avons ensuite les actions propres à l'âme damnée. On coche âme en sursis, qui est notre action de base, et deux autres actions. Âme en sursis, vous avez une dette envers une puissance obscure, c'est votre bienfaiteur démoniaque. Donnez-lui un nom et choisissez 2 pactes que vous avez conclus avec lui. Il peut gagner des ascendants, dès qu'il en a 5 sur vous, vous succombez à votre démon intérieur. Je peux choisir ensuite entre Personal Jesus, qui fait que quand quelqu'un me sauve de force qui me dépasse, il gagne 1 point d'expérience et je gagne un ascendant sur lui. Je peux être également rabatteur de l'enfer, c'est-à-dire que quand je mène une âme innocente à mon bienfaiteur démoniaque, je gagne 1 point d'expérience, ou je peux être sous pression. Si quelqu'un a au moins 3 ascendants sur moi, j'ajoute 1 au jet pour satisfaire ses demandes. Pour Baron, j'ai donc âme en sursis, je vais prendre également Personal Jesus et rabatteur de l'enfer. Finalement, pour conclure la création de ce personnage, je dois choisir 2 pactes que j'ai conclus avec mon bienfaiteur démoniaque. J'ai le choix entre étrange murmure, vous pouvez donner un ascendant à votre bienfaiteur démoniaque afin d'apprendre un secret sur le personnage avec qui vous êtes en train de parler. Son joueur vous révèle une peur secrète, un désir inavoué ou une force cachée de son choix. Le pouvoir coule dans tes veines, vous pouvez donner un ascendant à votre bienfaiteur démoniaque afin d'ajouter 2 sur votre prochain jet de dés. Soignez le mal par le mal, vous pouvez donner un ascendant à votre bienfaiteur démoniaque afin de vous débarrasser d'une condition ou de jusqu'à 2 dégâts. Tout a un prix, vous pouvez demander à votre bienfaiteur démoniaque de vous fournir quelque chose que vous voulez absolument. La MC fixe un prix et vous donne un indice quant à la façon dont cette offre pourrait se retourner contre vous. Si vous en payez le prix, vous obtenez ce que vous vouliez. Et finalement, un pouvoir venu d'ailleurs, vous pouvez donner un ascendant à votre bienfaiteur démoniaque afin d'utiliser une action que vous ne possédez pas, et ce, une seule fois. Cette action peut venir de n'importe quelle mue. Pour ma part, je vais choisir Étrange Murmure et le pouvoir coule dans tes veines. Baron est prêt à jouer. Une fois les personnages créés, on peut approfondir le cadre en se basant sur les choix qui ont été faits. Si un personnage incarne un loup-garou, peut-être qu'il y a une grande forêt à proximité du lycée. Peut-être existe-t-il des tensions particulières entre la communauté d'un des personnages et les autres. Peut-être qu'un festival païen est organisé chaque année par une congrégation locale de sorcières. Plus les personnages et leur environnement seront liés, plus il sera simple de créer des dynamiques intéressantes. Les joueurs et la MC vont donc définir ensemble la topologie de la ville et du lycée, mais aussi leur contexte sociopolitique et les problématiques ethniques qui peuvent être rencontrées, et aussi ce que peuvent avoir à faire des adolescents qui s'ennuient dans une ville pareille. Il est important cependant de se laisser de la marge afin de pouvoir inventer au fil de l'histoire de nouveaux éléments. Avant de débuter la partie à proprement parler, la MC va créer avec les joueurs un plan de classe. Dans les établissements américains, les classes d'élèves possèdent chacune une classe principale, la homeroom, où elles voient leur professeur principal et prennent les informations chaque matin avant que chacun aille au cours qu'il a choisi pour son année. C'est le plan de cette salle dont il est question, puisqu'il s'agit de celle où les élèves se retrouvent toujours tous ensemble. La MC va poser des questions et placer avec les joueurs leurs personnages et ajouter des personnages secondaires. C'est un peu l'équivalent de la carte des relations qu'on peut trouver dans de nombreux jeux de rôle maintenant, et chaque nom ajouté sur le plan sera accompagné d'une question provocante de la part de la MC, afin de mettre en place des liens et de la matière narrative que les joueurs pourront s'approprier ensuite. Par exemple, Brandon est un PJ loup-garou qui fait partie de l'équipe sportive. Il est plutôt populaire et se place bien au milieu. La MC demande qui se trouve à sa droite. Ce sera Linda, une des cheerleaders avec qui Brandon a déjà flirté. La MC pourra alors poser une question provocante, du genre « Depuis quand Linda est-elle revenue de cure de désintox ?»
Ou pourquoi Brandon se méfie-t-il d'elle depuis leur flirt à une soirée? C'est un moment très important car joueurs et MC vont collaborer à peupler la classe et à créer tout un tas d'acteurs et de figurants pour la suite de l'histoire. Cette phase est primordiale car elle permet de donner des outils narratifs à tout le monde. Les préparatifs sont enfin terminés, il va être temps de jouer. Il est possible que l'action démarre directement sous l'impulsion des joueurs, mais dans le cas contraire, le jeu propose trois types de scènes pour briser la glace et donner l'impulsion du départ. On peut débuter l'histoire par la mise en scène d'une disparition, avec l'annonce de celle-ci ou simplement une place laissée vacante lors de l'appel. Une fête qui s'organise, avec des invitations qui sont passées de main en main au sein de la classe, ou tout simplement une bagarre entre deux élèves. Une fois cette première scène lancée, il n'y a plus qu'à suivre le mouvement. La MC va pouvoir rebondir sur les actions des joueurs afin de lancer l'engrenage et regarder ces pauvres adolescents s'enfoncer dans les problèmes liés à leur nature surnaturelle ou tout simplement dans leurs problèmes de lycéens. J'ai beaucoup apprécié ma lecture de Monster Hearts et j'en ai trouvé l'écriture très pertinente. La traduction était fluide, la proposition de jeu est claire et alléchante, c'est vraiment un genre qui me parle. La mécanique sert son propos et m'a l'air très efficace. Le livre est très didactique et permet de s'approprier rapidement les spécificités du système de jeu. Et la VF s'avérera meilleure que la VO puisque l'éditeur a fait un effort pour rendre le livre plus attrayant avec de nouvelles illustrations et du contenu additionnel sous la forme d'un tome 2. Cependant, il faut garder en tête que, en tant que PBTA, le jeu impose une manière de jouer qui demandera un peu de pratique à l'AMC. On pourra préparer les joueurs en les faisant jouer à des jeux tels que Pour la Reine et ses dérivés, ça permettra peut-être de briser la glace. C'est également un jeu de genre et il ne plaira pas à ceux qui ne sont pas sensibles à celui-ci. Les thématiques impliquent également une bonne utilisation des outils de sécurité émotionnelle et une tablée de joueurs à l'aise les uns avec les autres. Finalement, de nombreux joueurs ne sont pas forcément à l'aise avec les histoires impliquant de la romance, et ça posera problème, car Monster Hearts repose essentiellement sur les dynamiques de relations. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura rendu curieux de ce nouveau jeu. Vous pouvez dès à présent consulter la page du financement participatif sur la plateforme Game on Tabletop, ou si le jeu est déjà sorti, vous le procurez tout simplement en magasin. N'oubliez pas de vous abonner, j'ai de nombreux projets à venir et j'espère que vous serez nombreux pour y assister. A très bientôt sur la chaîne.